L'écologie humaine est basée sur un constat simple. Le désastre environnemental est une conséquence de la violence faite à l'être humain. Voilà pourquoi, dans ce podcast du courant pour une écologie humaine, nous valorisons les personnes qui tentent de créer des chemins de sortie de l'époque moderne. Abonnez-vous pour être alerté des prochaines actus. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Aude Garnier qui est venue nous parler du sujet de l'aidance. Aude Garnier, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et pour commencer je vais vous laisser vous présenter. Je suis une jeune femme de 40 ans et je suis sur le plan personnel aussi la maman d'un petit garçon de 5 ans, un petit garçon extraordinaire. Lui s'appelle Timothée et je suis mariée à Thibaut. On a su dès la grossesse qu'on avançait plutôt vers un enfant qui serait pas comme les autres. De façon sûre, il avait une cardiopathie et puis il nous a fait ensuite la surprise à la naissance, même si on se préparait aussi largement à ce scénario-là, du coup d'arriver avec une trisomie 21. Et puis, effectivement, je pense que c'est un petit garçon qui aime bien les surprises. Donc, au passage, on nous a annoncé aussi une surdité aux deux oreilles qui a été diagnostiquée progressivement, qui finalement a été infirmée 200 rendez-vous plus tard. La première année de vie de Timothée, ça a été une année très, très chargée. Une année ponctuée de plus de 400 rendez-vous médicaux. Donc, effectivement, beaucoup liés à son cœur, mais aussi aux oreilles, puisqu'on essayait d'y voir plus clair sur son degré d'audition. Et puis, rapidement, il a été appareillé aux deux oreilles. Et puis, effectivement, la trisomie 21 arrive avec son lot de... j'aime pas le terme comorbidité, mais en tout cas, de risques, de surprises en plus. Donc, effectivement, la première année, c'est une année où on fait beaucoup de rendez-vous médicaux pour vérifier un certain nombre de choses. La plupart du temps, donc c'est des choses qui vont bien, mais des échographies à droite à gauche, aussi des bilans thyroïdiens, voilà. Et il se trouve que effectivement, avec sa fragilité de cœur, le cardio m'avait donné comme instruction deux défis qui étaient de taille. Le premier, c'était qu'il ne fallait pas qu'il pleure jusqu'à son opération. En fait, son cœur était trop fragile pour supporter des pleurs. Donc, il y avait ce premier défi qui ne pleure pas. Et le deuxième, il fallait pas non plus qu'il tombe malade. Donc, en fait, c'était des restrictions assez strictes parce que, par exemple, on pouvait pas du tout emprunter les transports en commun. Et surtout, on pouvait pas voir d'enfants qui fréquentaient une collectivité. Donc, très concrètement, Timothée pouvait pas rencontrer ses cousins qui étaient à l'école, ou on pouvait pas aller chez des amis qui avaient des enfants qui fréquentaient une crèche ou une école. C'est pour ça que je parle parfois d'une première année en apnée. Et puis moi, j'avais en tête une ligne d'arrivée avec l'opération de son cœur. On a tenu bon jusqu'à cette opération. Et puis c'est là où on a eu d'autres surprises. Quelle surprise est-ce que vous avez eue après l'opération ? Mon mari, pour des questions financières, lui, continuait à travailler. Et moi, de mon côté, je me disais vraiment que l'opération du cœur serait la ligne d'arrivée de ce marathon et que, du coup, j'étais en mesure de tenir avec cette échéance-là. La surprise qu'on a eue, c'est que dès quelques jours après son opération du cœur, il y a eu une première complication d'infection au niveau du cœur. Suite à cette deuxième opération, en fait, il a commencé à avoir des laryngites très, très sévères. Mais pour le coup, quand je dis laryngite, aussi bien un autre parent qu'un pédiatre pourrait dire, OK, laryngite, ça se soigne, c'est pas un souci. En fait, nous, c'était des laryngites qui dégénéraient en l'espace d'un quart d'heure. On avait besoin que le SAMU soit à la maison pour le réanimer. À partir de là, moi, j'ai eu une forme de prise de conscience en me disant, en fait, sûrement que tu n'as pas compris comment va se passer la vie. C'est pas un marathon avec une ligne d'arrivée qui est l'opération du cœur. Certes, c'était un gros soulagement qu'il soit guéri sur ce plan-là et qu'on n'ait pas on n'ait plus du tout de risque pour toute la vie. Mais par contre, en fait, qu'il fallait envisager la vie autrement, à savoir plutôt un ultra trail de toute la vie avec des hauts, des bas. Et puis, un ultra trail, on s'arrête aussi pour se reposer. On prend le temps de boire, de manger et de faire des petites pauses salvatrices. C'est un parcours qui peut faire un peu peur ou en tout cas où je parle beaucoup des difficultés. Je pense que si on nous avait posé la question, peut-être qu'on n'aurait pas choisi en première intention pour un premier enfant, un enfant avec un profil comme ça atypique et puis avec autant de soucis de santé. Mais en tout cas, je peux dire que c'est vraiment oui, un enfant qui nous apporte énormément de joie et même autour de nous,
enfin, les gens le qualifient de rayon de soleil. Et nous, on sent que vraiment, c'est un enfant qui nous a donné toute notre mission sur Terre. Je pense, faut peut-être pas que je parle trop vite, mais qu'on n'aura pas de grosse crise de sens avec mon mari. On se disait que vraiment notre mission est toute trouvée. Pendant la grossesse, nous, on savait que c'était une possibilité qu'on découvre une trisomie 21. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui reste aujourd'hui. J'avais entendu parler que ces enfants-là, du coup, dans l'Égypte ancienne du temps des pharaons, on les appelait des surdoués du cœur et c'était perçu comme une bénédiction pour les familles quand elles découvraient la trisomie d'un enfant à la naissance. C'était une famille qui était bénie de Dieu. Et vraiment, moi, ça m'a pas lâché et je reconnais que notre petit Timothée, il a une vraie forme enfin, il est surdoué du cœur et aussi bien avec nous qu'avec les autres, il a une forme d'intelligence relationnelle qui est hors norme. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des spécificités, que ce soit en termes administratifs, médical, scolaires, que sais-je, d'être parent, d'être la mère d'un enfant avec un handicap? Au moment du premier dossier MDPH, je me suis dit, bon, vraiment, là, c'est voilà, le premier dossier pour faire une demande que son enfant est handicapé. Ça, je trouve que c'est un moment fort parce que peut-être que pour nous, c'était une forme de protection, mais avec mon mari, on s'est toujours dit que quand on a découvert notre bébé, c'était un bébé et c'était pas un handicapé qu'on a ramené à la maison. C'était un bébé comme un autre qui avait besoin de manger, besoin qu'on lui change la couche. Il fallait certes faire attention à ce qu'il pleure pas, mais un autre bébé aussi, quand même, quand on est parent face à un tout petit, on est vigilant à ses besoins de première nécessité. Et donc, du coup, on n'avait pas du tout l'impression d'avoir un handicapé à la maison. Et je reconnais aussi que le handicap, du coup, se révèle plutôt de jour en jour. Aujourd'hui, Timothée, il a 5 ans et on sent que l'écart se creuse avec d'autres enfants. Et petit à petit, déjà, quand à partir d'un an et demi, certains enfants de nos amis commençaient à marcher et que Timothée commençait tout doucement juste du quatre pattes, c'est vrai que du coup, on a senti l'écart qui se creusait petit à petit. Mais finalement, je pense que c'est assez doux et c'est une bonne chose, en fait, que le handicap ne nous saute pas aux yeux comme ça du jour au lendemain, mais que finalement, c'est une prise de conscience progressive. Le jour, pour le coup, on a reçu la réponse de la MDPH et qui reconnaissait un taux de handicap supérieur à 80% pour notre enfant. Là, j'ai encore la gorge qui se serre quand je pense à ça parce que je me dis, waouh, c'est énorme et nous, on le voit avant tout comme notre enfant, comme un être humain, comme avec toutes ses qualités, comme notre enfant. Et c'est encore difficile pour moi de dire que j'ai un handicapé. J'ai avant tout un enfant qui s'appelle Timothée, qui a différentes caractéristiques, dont la trisomie. Et d'ailleurs, moi, on se bat un petit peu, nous, dans la sphère perso, mais aussi avec le corps médical, par exemple, pour dire il a une trisomie et non pas il est trisomique. Timothée, il a des cheveux blonds, des yeux verts, une trisomie 21, un souffle au cœur qui reste suite à son opération cardiaque. Il a plusieurs attributs, dont une trisomie. Mais pour moi, c'est important d'utiliser le verbe avoir parce qu'il a une trisomie parmi tous ses attributs et non pas il est trisomique. Vous avez mentionné la MDPH, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que c'est pour les personnes qui vous écoutent? Juste pour préciser, effectivement, MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Et donc, c'est la structure à l'échelle de chaque département en France qui accompagne les familles d'un point de vue administratif sur les droits qu'un handicap ouvre. Donc, en fait, par exemple, c'est auprès de cette fameuse MDPH qu'on peut déposer un dossier pour demander, par exemple, une carte d'invalidité, une carte de stationnement, mais aussi une allocation enfant handicapé, AEEH. Plus tard, il existe toujours par un recours à la MDPH des allocations pour adultes handicapés. Et puis, c'est toujours auprès de cette structure aussi qu'on monte des dossiers avec différents bilans de l'école pour aussi demander de l'aide humaine. Par exemple, Timothée aujourd'hui est à l'école ordinaire à côté de chez nous, mais il est aidé et assisté par une AESH, donc alors avant c'était AVS, auxiliaire de vie scolaire, AESH je ne sais plus exactement, mais en tout cas c'est une aide individuelle pour lui permettre de participer à l'école ordinaire. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Aude Garnier, qu'est-ce que c'est que l'aidance?
Aujourd'hui, une personne sur 6 est en situation d'aidance et on est même à une personne sur 4 à horizon 2030. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un enjeu de société et même un enjeu de santé publique. Alors juste peut-être pour repréciser aussi ce qu'est l'aidance. L'aidance, c'est l'accompagnement d'un proche, aussi bien parent ou fratrie, donc plutôt à l'échelle d'une même génération, ou enfant qui soit malade, soit en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Aujourd'hui, moi, je me réjouis de voir toutes les avancées qui se passent dans le champ du handicap. Il y a 2 générations, en fait, les enfants qui étaient porteurs de handicap étaient vraiment cachés. Donc, ils n'étaient pas à l'école ordinaire, mais ils étaient cachés dans les familles ou cachés dans des instituts. Il ne fallait pas qu'ils dérangent la société. Heureusement, aujourd'hui, dans la lutte qu'on peut retrouver contre des discriminations, on s'est rendu compte que vraiment ces enfants étaient une richesse et que surtout, il fallait les inclure comme les autres. Donc, moi, je me réjouis vraiment de tout ce qui avance pour les personnes touchées par le handicap, mais je trouve qu'effectivement, il y a un gros, gros trou dans la raquette, c'est l'accompagnement des aidants et qui est un vrai sujet parce que on sait bien que aujourd'hui les personnes en situation de handicap tiennent et peuvent avancer dans la vie uniquement grâce à leurs aidants. Moi, typiquement, la première année, j'ai dû complètement arrêter de travailler. Mon fils ne pouvait pas être en collectivité, donc même pas assisté par une nounou. Et par exemple, ça a été une année pour moi de cauchemar financier. J'avais le droit je crois que c'était 42 euros par jour de la CAF, mais uniquement pendant 3 ans, parce que si on ne peut pas déclarer une nouvelle maladie au bout de 3 ans, le congé de présence parentale obligatoire s'arrête. Et donc aujourd'hui, les dispositifs ne permettent pas un accompagnement sur le long terme des aidants. De même que quand j'étais en situation d'aidance, forte, du coup, la première année avec ces fameux 400 rendez-vous, j'avais dû complètement arrêter mon travail. Et quand j'étais dans ce congé de présence parentale, c'est là où j'avais le plus besoin, par exemple, d'une mutuelle. Et là, en fait, le fait d'être en congé de présence parentale m'avait, comment on dit, disqualifié, ou enfin, en tout cas, m'avait sorti de la possibilité du recours à ma mutuelle employeur. Alors que pour vous donner un ordre d'idée, juste les appareils auditifs de Timothée, c'était 2000 euros sur chaque oreille. Et donc, c'est l'année par définition où j'avais vraiment besoin d'aide en termes de prise en charge financière et l'année où non seulement je n'étais pas payée moi en termes de salaire, mais en plus, on m'avait retiré de la mutuelle familiale. Donc ça, c'est sur le plan financier. Et puis, il y a un vrai sujet aussi sur la charge mentale et le besoin d'accompagner des aidants. Je peux vous parler d'un moment qui a été un peu tournant, c'est le premier rendez-vous qu'on a eu à l'Institut Lejeune. C'est une structure qui est spécialisée dans l'accompagnement des familles concernées par une trisomie 21. Le jour de ce rendez-vous, on sortait d'une année vraiment compliquée. Et là, le professeur, d'abord, s'est adressé à nous avec mon mari en nous demandant comment nous, on allait, nous aidants, justement, en nous disant, on verra si on a le temps de parler de Timothée, mais la première question, c'est les aidants, parce que ils considèrent que pour accompagner le handicap, la priorité, c'est de parler des aidants et de l'écosystème familial avant même de parler de la personne concernée par un handicap. Et ensuite, je pense qu'il a senti que moi, voilà, j'avais donné quand même beaucoup sur cette première année et que là, l'enjeu, c'était de retrouver une forme d'équilibre, de stabilité sur le long terme. Et donc, ils m'ont dit, reprenez un travail, madame, et sans culpabiliser. Ce sera à votre fils de s'adapter et non à vous. Et lui, il a juste besoin de parents qui vont bien. Et aujourd'hui, je peux effectivement dire que mon travail est ma bouffée d'oxygène et que ça me permet vraiment de tenir, de m'apporter de la légèreté, d'autres points de vue. C'est possible de conjuguer les danses avec le travail, et par travail j'entends le salariat. Pour parler plus sur le plan professionnel, déjà, nos 2 besoins quand on est aidant, je pense, c'est de l'agilité et de la flexibilité. D'une part, je dirais dans le temps, c'est-à-dire pouvoir aménager nos horaires si on a besoin, si on a un rendez-vous à telle heure qui va durer 1 heure, et ben, qu'on puisse décaler dans un sens ou dans un autre. Aménagement dans le temps aussi, dans le sens que les aidants ont souvent une incidence avec les rendez-vous médicaux qui prennent de la place et donc du coup, on ne peut pas aller vers un temps complet.
Et donc, il y a cette histoire de temps partiel et qui, aujourd'hui, n'est pas évident du tout en entreprise. Premier besoin, flexibilité dans le temps et deuxième, flexibilité dans l'espace et notamment du télétravail. Quand j'ai eu Timothée, je travaillais à l'époque dans l'école ECLIA de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, CCI de Lyon. Et donc, suite à sa naissance, pour le coup, j'ai pas pu revenir pendant un an au travail. Et ensuite, j'ai pu revenir à 40%. Donc 2 jours par semaine et les autres jours étaient consacrés aux rendez-vous médicaux. Et là, pour le coup, c'était assez encadré puisque on était dans le cadre du congé de présence parentale. C'est un congé qui peut se prendre soit à temps plein ou soit à temps partiel. C'est un droit du salarié de solliciter ce congé-là. Et donc, l'entreprise, du coup, s'adapte sur l'agenda qui est proposé par l'aidant. Et puis ensuite, il y a eu un contexte économique qui faisait que certains postes étaient supprimés. Et puis moi aussi, je me disais que ça pouvait être l'occasion de changer. Ça faisait 6 ans que j'étais chez le même employeur. Et là, pour moi, c'est poser la question de comment parler d'un temps partiel. Moi, je trouve que c'est la question la plus difficile et elle est associée effectivement à je parle ou pas de ma situation d'aidance. J'avais vu les chiffres, 3 aidants sur 5 ne se déclarent pas à leur employeur. On lutte contre la discrimination des personnes qui sont en situation de handicap, mais on remarque très concrètement qu'il y a aussi de la discrimination contre les aidants. Et à partir du moment où on parle d'aidants, moi j'ai plusieurs exemples autour de moi dans le monde du handicap, y compris des papas qui disaient que du jour où ils ont annoncé qu'ils avaient un enfant en situation de handicap, on leur a reproché un moindre investissement, alors qu'en fait ils étaient vraiment à engagement égal, mais du coup ça a pu générer des peurs chez les collègues ou des fausses interprétations. Du coup, je trouve que ça, c'est une question qui est très personnelle. Est-ce que je parle ou pas de ma situation d'aidance et à quel moment est-ce que j'en parle? Moi, ce que j'ai fait, mais je ne sais pas ce qui serait l'idéal, mais je pense que si c'était à refaire, je ferais la même chose. C'est qu'au début, j'ai repensé à ce que me disait le professeur de l'Institut Lejeune en me disant, la priorité, c'est vous et votre fils s'adaptera. Et donc là, à l'époque, en fait, moi, j'avais vraiment besoin de retrouver un travail inspirant et je m'étais même dit, soyons fous et même imaginons que c'est possible de reprendre un temps complet. Et j'ai passé des premiers entretiens et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment un emploi qui m'intéressait beaucoup et sur lequel j'avais envie d'aller. Mais pour le coup, arrivait cette contrainte de temps partiel alors que je savais avoir postulé à la base sur un temps complet. Je me rappelle à la fin d'un entretien, qui était parmi les derniers, ils m'ont dit, bon, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon on peut avancer, envisager les prochaines étapes. Et je me rappelle avoir dit, en fait, j'ai pas de questions particulières, mais par contre, j'ai 2 sujets qui fâchent à mettre sur le tapis maintenant. Ils m'ont dit, ah bon, vous voulez déjà qu'on se fâche? Je dis, bah, je veux pas qu'on se fâche, mais par contre, je voudrais être en vérité dès maintenant. Et donc, c'est là où je leur ai dit, voilà, j'ai une première chose, une contrainte, je ne peux pas quitter immédiatement mon poste précédent, donc il faudra me laisser quelques mois. Mais la deuxième chose, c'est que je ne suis pas uniquement Aude Garnier postulante pour ce job, mais effectivement, quand on est aidant, on dit souvent qu'on ne peut pas mettre à la porte nos valises d'aidants et qu'on sait qu'il peut y avoir à un moment un impact sur la vie de l'entreprise. Et donc, voilà, je leur ai dit, il faut que je vous dise qui je suis aussi dans la sphère personnelle. Là, ce qui a été constructif, c'est que je leur ai dit, bah, en fait, ce poste vraiment m'intéresse et j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Et pour tenir dans le temps, pour arriver à rester fidèle sur ce poste, je sais que grand maximum, je pourrais aller sur un 80%. Et du coup, je vous laisse réfléchir. Et je ne vous demande pas une réponse aujourd'hui, mais en tout cas, je vous laisse réfléchir pour voir si pour vous, c'est envisageable ou pas. Et là, ça a été un beau moment et très fort parce qu'en fait, j'ai senti qu'à ce moment-là, mon employeur prenait toute la mesure de ce que je pouvais vivre par ailleurs. Et en fait, il a presque décidé à mes côtés de s'engager pour la cause de Timothée. Comment est-ce que vous faites pour gérer le rythme des contraintes, parce que ce sont des contraintes réellement, qui viennent avec votre situation d'aidante? Dans les choses sur lesquelles il faut faire attention quand on devient parent d'un enfant en situation de handicap, c'est en premier d'arriver à s'écouter, à se dire qu'est-ce qui va m'aider à avancer. Par exemple, rapidement, en fait, j'ai réalisé que quand j'allais voir tel ou tel médecin, il y en a qui me donnaient des ailes et je repartais avec vraiment chargée d'énergie positive et puis avec l'envie d'avancer. Et d'autres que j'allais voir
concrètement avec le ventre noué. C'est passé par des choix de se dire, bah là, par exemple, cette orthophoniste-là, elle est trop difficile pour moi, je m'y retrouve pas. Et au contraire, en discutant avec une autre maman, elle me dit, ah mais moi, l'orthophoniste de ma fille, c'est la rencontre de ma vie. Quand j'y vais, je ressors, mais c'est comme si j'avais vu une psy tellement elle me fait du bien. Je me dis, bah là, en fait, il y a pas photo, il faut que je change. Et donc, ça, par contre, c'est parfois difficile parce qu'il y a, je pense, chez tous les parents un sujet de culpabilité, mais peut-être encore plus fort. Et ça, c'est peut-être un autre sujet dont on pourra parler, mais encore plus fort peut-être chez des parents aidants d'un enfant porteur de handicap, parce qu'on se dit toujours que l'important, c'est notre enfant, que nous, on peut s'adapter, enfin voilà. Et donc, c'est difficile de réfléchir pour soi, parce qu'en fait, on a aussi un cerveau qui est calibré sur les besoins de l'enfant, et je m'adapte. Mais donc, la première des choses, je pense, moi, déjà, ce qui m'a énormément aidé, c'était de faire un petit peu du tri, malheureusement, mais dans les médecins, comme on disait tout à l'heure, il y en a qui sont vraiment pas du tout à l'aise avec la question du handicap, pour qui ça renvoie quelque chose de trop difficile, et du coup, qui nous renvoie ça en plein fouet. Et ça, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, moi, je peux dire que j'ai plaisir à faire les rendez-vous médicaux pour mon fils parce que je vais voir des personnes géniales qui me font du bien, avec qui je suis contente d'échanger et on co-construit pour Timothée. Et donc ça, je trouve que c'est une première chose qui est hyper importante. Et du coup, peut-être un conseil que je donnerais parce que il y a eu des moments où c'était pas facile, où je m'étais dit, là, j'ai eu énormément de chance de pouvoir mettre un pied dans telle structure où je sais qu'il peut y avoir 2 ans d'attente. Et là, on m'a rappelé pour me proposer une place. Et en fait, je teste cette structure et je me rends compte que c'est pas du tout ce qui me convient et ce qui nourrira tout l'équilibre de la famille. Donc, en fait, finalement, j'ose dire non et puis tester autre chose qui me fera plus de bien. Donc, ça, c'est plus pour la prise en charge de l'enfant. Et après, il y a 2 grands sujets sur euh, comment prendre soin de soi individuellement et puis comment aussi tenir en couple dans la durée. L'idée, c'est peut-être d'entretenir vraiment de la bienveillance envers soi-même. Et moi, je sais que j'ai tendance à être assez exigeante et que le soir, j'avais souvent tendance à me dire, bon, qu'est-ce que dans ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'ai pas fait? Et puis maintenant, au lieu d'être dans ma to-do list, j'essaye le soir d'être dans la toute douce liste et de me dire, tu peux te féliciter en tant qu'aidante. Aujourd'hui, voilà tout ce que tu as fait pour ton fils et on peut s'en réjouir et se dire que c'est une bonne chose pour aujourd'hui. Je trouve que ça, c'est aussi quelque chose à cultiver pour essayer de se faire du bien. Alors, vous avez parlé également de la question du couple. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Et un gros enjeu, effectivement, au niveau du couple. Au tout début, en fait, quand on a appris que Timothée avait un handicap, comme la grossesse avait été difficile et que je vous disais, peut-être c'était une forme de déni, mais avant tout, on avait un enfant à la maison et pas un handicapé. On nous a tout de suite dit, ah, mais vous pouvez vous rapprocher d'associations dans le handicap, de trisomie 21 et tout ça. Et on leur dit, mais non, mais surtout pas, en fait. Nous, on veut juste profiter d'avoir un enfant qui ressemble à un autre bébé. Profitons justement de ces rêves qu'on a pu nous voler avant et là de se dire on a la chance d'avoir un bébé à la maison. Et donc en fait, par exemple, à ce moment-là, on n'a vraiment pas souhaité avancer et rentrer dans cet écosystème du handicap. Et puis c'est venu après, justement, avec le besoin qui s'est dessiné. Et c'est là, effectivement, en rentrant dans ce monde qu'on a découvert du handicap, on s'est rendu compte que les couples pouvaient être mis à rude épreuve parfois, et que en tout cas, il y avait un enjeu pour tenir dans la durée. Et parfois, ce qui peut être le plus dur, c'est d'accepter que les gens nous donnent sans pouvoir rendre en retour. Mais en fait, d'oser demander, et nous, on a plusieurs amis comme ça qui nous ont gardé Timothée le temps d'un week-end pour qu'on puisse prendre du temps en couple et se dire, bah, peut-être qu'on pourra, mais aussi sûrement qu'on ne pourra pas leur rendre l'appareil. Mais en tout cas, on prend ça volontiers. Et donc, quand on peut, effectivement, on essaie de se garder du temps en couple. Et peut-être là, je peux parler de l'OCH, qui est l'Office chrétien des personnes handicapées, qui accompagne vraiment, vraiment très bien les familles avec plusieurs propositions. Moi, j'avais découvert l'OCH par la journée des mamans, qui est une journée vraiment cocooning où on prend soin de nous. Il y a des massages, des témoignages, des ateliers, chant, colorimétrie, tout plein de choses qui font du bien. Je pense qu'il y a
il y a un moment où quand on est aidant, il y a un risque d'auto-isolement parce que déjà, on a peu de temps à accorder avec les autres, on a un rythme assez dense et en fait, on sent tout simplement qu'on a un quotidien qui peut être différent des autres et donc il y a un risque de se mettre un petit peu à l'écart. Suite à cette journée des mamans que j'ai faite avec l'OCH, on nous a parlé par exemple d'un groupe Cœur de maman, qui est un groupe de parole où on se retrouve juste un soir par mois, donc en termes de rythme, c'est tout à fait envisageable et un soir par mois entre mamans d'enfants différents, donc beaucoup en situation de handicap, mais ça peut être aussi des enfants malades. Et là, effectivement, je reconnais que c'est une bulle qui fait du bien parce que on peut être tout simplement soi-même. Souvent, les gens veulent s'intéresser avec bienveillance, mais certaines questions peuvent être difficiles en fait pour nous à recevoir. Et du coup, là, il y a cette forme de compréhension naturelle où en fait on se parle de nos quotidiens et on se comprend. C'est à la fois ressourçant et inspirant parce que c'est pour moi, enfin, c'est des personnes pleines de courage et à chaque fois, je trouve que c'est beau de voir comment chacun réagit avec ses ressources pour accompagner son enfant. Voilà. Donc pour moi, c'est une source d'inspiration. Si on n'avait pas eu Timothée, on n'aurait pas connu tout ce monde du handicap et c'est un monde d'entraide et d'inspiration magnifique et qui va vraiment à contre-courant de la société qui prône la performance et tout ça. Et là, en fait, le plus beau, c'est le plus vulnérable et le plus fragile. Donc, je trouve que il y a quelque chose, on se rapproche d'une vérité profonde ou je sais pas. On va se tourner vers peut-être une note un peu plus douce. Est-ce que vous voudrez partager avec nous qu'est-ce que ça vous apporte, votre parentalité? Ce que ça m'apporte d'être la maman d'un enfant porteur de handicap, c'est une question pas facile. Je trouve qu'avant tout, c'est un vrai cadeau. Ça bouleverse, en fait, ça nous retourne comme une crêpe. C'est un chemin de vie qui nous remet sur les vraies priorités de la vie et sur ce qui est important ou pas important. C'est sûr que nos difficultés, elles sont plus marquées que dans beaucoup d'autres familles plus ordinaires, mais que nos joies, elles sont décuplées vraiment. Du coup, nous, on a l'impression que le ratio final est positif. Et quelles sont les choses qui vous soutiennent, qui vous permettent d'avancer au quotidien, enfin tout simplement les choses qui vous font du bien? Alors, les petites choses qui me font beaucoup de bien, eh ben, justement, c'est cette question-là, par exemple. Moi, j'ai besoin qu'on me pose souvent cette question, de quoi as-tu besoin? Parce qu'en fait, je réalise que c'est très cyclique et qu'il y a des moments où mon besoin, c'est d'aller marcher 1 heure dans la forêt toute seule. Une autre fois, c'est que quelqu'un, par exemple, un énorme cadeau, c'est des amis qui sont venus un dimanche pour venir jouer avec Timothée. Et nous, on a pu pendant 2 heures prendre du temps pour ranger la maison et ensuite partir en couple pour faire un footing d'1 demi-heure. Ça a été une joie immense, par exemple. Voilà, et puis besoin aussi de légèreté, en fait. Je crois que ce que j'aime bien aussi, c'est quand on me demande comment va Timothée, sans forcément parler toujours de lui sous le prisme du handicap, mais juste comment va votre petit garçon. Je trouve que ça, c'est assez agréable parce que nous, on est remis et par les prises en charge médicales et dans le contact avec l'école régulièrement sur sa différence. Et donc, je trouve que des questions qui nous aident à rêver, ça fait du bien. En fait, finalement, pour nous, le moment le pire, ça a été pendant la grossesse parce qu'on nous parlait enfin, vraiment d'un monstre. Et donc, du coup, ça faisait vraiment peur. Et la psychologue nous avait dit, en fait, on vous a volé vos rêves. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, en tant que parent, tout simplement, on a besoin de rêver, de pouvoir rêver de tout et de tout est possible. Et une des grandes difficultés quand on est confronté au handicap, c'est que très rapidement, on est convoqué par des médecins et que vous avez un petit bébé. En plus, nous, il était prématuré, donc un petit bébé de 7 mois et demi, enfin, qui avait fait juste 7 mois et demi dans le ventre. Et là, on vous annonce déjà tout ce qu'il ne pourra pas faire à 18 ans et autres. Enfin, en fait, c'est d'une violence absolue. Pour d'autres parents qui ont un enfant classique, on ne va pas se mettre à faire des statistiques sur est-ce qu'il fera médecine ou technicien ou bac pro. Et en fait, toutes les voies sont bonnes. Mais moi, ce qui me fait infiniment du bien, c'est quand on me dit tout ce que Timothée fait de bien ou tous ses progrès. Quand je vais à l'école et qu'on me dit, bah, aujourd'hui, il a réussi à
placer les lettres. Plus Timothée, on a choisi un prénom qui est long pour lui, mais du coup, on ne lui facilite pas la tâche. Mais là, il arrive enfin à associer voilà, les lettres de son prénom et à les positionner dessus. Voilà, quand on arrive à l'école et qu'on nous dit voilà ce qu'il a réussi aujourd'hui, bah, c'est une joie immense. Et je trouve de se focaliser sur tout ce qui va bien, ça change tout. Et en fait, c'est aussi lié à la définition de la trisomie qu'on nous a donnée et qui nous a donné des ailes. Et ça, c'est pour le coup, quand j'étais enceinte, on a pu avoir un rendez-vous avec un service de génétique qui nous a dit les enfants qui ont une trisomie 21, ce seront des enfants qui pourront faire quasi, on va dire, tout comme les autres, mais avec plus de temps que les autres. Et ça, c'est la définition qui a ouvert toutes les portes et où on s'est dit avec mon mari, banco, on y va. Et donc aujourd'hui, dès qu'on voit qu'il y a un nouveau possible qui l'a atteint, pour nous, c'est une joie qui est décuplée. Est-ce que vous avez des conseils, que ce soit en tant qu'aidante ou maman ou les deux, pour les personnes qui vous écoutent? Juste partager une image qui, moi, m'aide au quotidien et qui peut-être pourra parler à d'autres, c'est l'image de l'hôtesse de l'air. Quand on rentre dans l'avion et qu'on nous annonce les mesures de sécurité, après, on entend, en cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberont automatiquement. Posez-le sur votre visage avant de porter secours aux personnes proches. J'ai souvent recours à cette image-là en me disant, c'est pas de l'égoïsme si tu penses à toi, c'est même le premier enjeu, c'est de te porter secours à toi-même pour que tu sois la meilleure pour aider ton enfant. Parce que, voilà, en tant que parents, on est les mieux placés pour le mieux aider nos enfants. Mais pour ça, ça demande qu'avant tout, on est, en cas de besoin, poser d'abord le masque à oxygène sur notre visage avant de s'occuper des autres. Du coup, se dire qu'en fait, c'est notre première mission en tant qu'aidant, c'est d'essayer d'aller bien. Aude Garnier, c'est presque la fin de notre entretien. Je vais vous proposer de faire passer un dernier message aux personnes qui vous écoutent. Un dernier point que j'avais envie de vous partager, c'est de réfléchir autour de l'expression proche aidant. On est proche aidant, mais en fait, ça peut être deux mondes antinomiques parce que proche, c'est parce qu'on est le parent, la maman, le papa, qu'on est là pour donner de l'amour. Et l'aidant, c'est plutôt le volet technique, le côté infirmier, coordination de soins, les suivis, les prises en charge, la course un petit peu du quotidien, mais avec un volet très technique et médical. Et en fait, moi, c'est une prise de conscience très, très récente qui date d'il y a 2 mois, mais où je me suis dit, en fait, attention, avant d'être aidante, justement, je suis proche. Et j'ai besoin de me rappeler que ma première vocation, c'est d'être la maman de Timothée et que dans un deuxième temps, c'est vrai qu'il a une trisomie 21 et que je suis là pour être son aidante. Mais avant tout, j'ai envie de rester la maman de Timothée. Et c'est important pour moi de l'avoir en tête parce que je pense que comme beaucoup d'autres parents, en fait, quand on enchaîne les rendez-vous médicaux, chaque médecin nous dit bah, dans telle situation, soyez vigilants à ce qu'ils boivent, par exemple, à la paille, parce que ça va contribuer à renforcer ses muscles. Et dans telle autre situation, vous pouvez lui faire des massages à tel endroit du pied, et dans tel autre. Hein. Et en fait, je peux passer ma journée à être aidante sans être proche. Et un jour, j'ai eu un déclic comme ça. En fait, c'était plus une tristesse à me dire, mais mince, en fait, je suis plus maman, puisque dès que je suis avec lui, j'essaye de mettre en pratique toutes les injonctions du quotidien que j'ai. N'oublions pas qu'avant tout, on est des proches et qu'on est aidant en plus, mais après être proche. Merci beaucoup, Aude Garnier. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour de nouveaux podcasts inspirants sur cette chaîne du courant pour une écologie humaine. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et abonnez-vous également à notre newsletter mensuelle. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou à national@écologiehumaine.eu.